Iconic Business, le luxe by BFM Business. Audrey Maubert. Iconic Business, un univers digital et une émission, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. Nina Métayer est la sensation du moment. A raison, elle a récemment été désignée meilleure pâtissière du monde. Pas le fruit du hasard, mais du travail. Son parcours est inspirant, même si le mot est trop souvent galvaudé. Iconic Business a rencontré Nina Métayer dans son laboratoire près de Paris. Sélection et cette saison à découvrir aussi des bûches des palaces parisiens. Ce sera avec Sarah Durand. Dans les désirables de la semaine, cela figure sur la liste des mets prestigieux que l'on s'arrache en période de fête. La truffe et Paolo, sénateur et gérant du monde de la truffe, sera avec nous. Enfin, les enjeux de durabilité sont considérables pour les maisons de luxe. Elles en ont fait une priorité comme LVMH. Un défilé 100% upcycling à l'UNESCO. Reportage d'Eva Jaco. C'est Iconic Business, très gourmet aujourd'hui. Bienvenue. Nina Métayer, c'est l'école Ferrandi, le Meurice, le café Pouchkine, c'est le voyage, la liberté de créer et d'entreprendre. Elle nous reçoit à Issy-les-Moulineaux, près de Paris. Nina Métayer, nous sommes dans votre laboratoire près de Paris, à Issy-les-Moulineaux. Pour vous, la pâtisserie à présent, ça se passe en laboratoire et plus dans la cuisine d'un restaurant? Alors oui, maintenant, c'est avec cette super équipe. Oui, il y a beaucoup d'agitation derrière, on est en pleine préparation. D'ailleurs, qu'est-ce qui se prépare en ce moment? Là, on commence à préparer des galettes. Ça y est, déjà, oui. On a passé Noël et on est sur les galettes. Bah oui, voilà, il faut commencer à préparer un petit peu, voilà. Donc, en laboratoire, vous avez délaissé les cuisines et restaurants pour vous consacrer à votre entreprise. Exactement. Alors on fait toujours un petit peu de restauration, mais par moment. Mais surtout, le cœur de notre métier maintenant, c'est le laboratoire, c'est la production de gâteaux pour pouvoir nourrir un maximum de personnes avec des très bons gâteaux. Donc la boutique, ça me permet d'en faire encore plus et d'avoir un produit qui soit accessible avec des super produits, le geste de l'artisan, et de le partager avec un maximum de gens. Et de transmettre un maximum. Ça vous vient d'où l'envie d'entreprendre, le risque et l'imprévu en fait, et cette liberté? Alors moi je suis issue d'une famille d'entrepreneurs. Donc c'était voilà. Déjà tracé. Alors au départ je voulais pas du tout l'être parce que justement je sais ce que c'est. Et c'est vrai que c'est beaucoup de contraintes aussi. Et je me suis dit non, je veux pas l'être. Et finalement il y a cette envie de liberté, cette envie de pas avoir de limites dans tous les projets. Dans votre création. Et dans votre création, et ça passe par la délicaterie, c'est l'aboutissement, c'est quoi? La convergence de vos voyages, c'est votre double cursus boulangerie-pâtisserie, c'est l'hôtellerie et la restauration, tout ça? Bah oui, j'avais pas envie de choisir entre tout ça, et là ça me permet de faire un petit peu de tout, donc on peut aller aussi bien dans des hôtels que dans des restaurants, que faire des tea time et que produire aussi des gâteaux d'anniversaire, des gâteaux d'événements. Une boutique en ligne avec quelques points de vente déjà? Oui, aussi. Donc la boutique en ligne, et puis on a 2 points de vente, un au printemps, un autre à Issy-les-Moulineaux dans les halles, et évidemment le laboratoire qui est un point de collecte supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, on a plein de projets. Mais alors pour l'instant je peux pas dire grand chose. On a un nouveau point de vente qui va ouvrir dans l'année qui arrive, dans le 15e arrondissement. Et c'est donc le modèle que maintenant vous voulez tenir? Augmenter, améliorer, diffuser, mais c'est le modèle que vous allez garder. Voilà, alors on va pas augmenter non plus trop. Dans l'idée là, je veux pas augmenter beaucoup plus les quantités parce que il y a des faut suivre. Oui, c'est ça, qui travaillent derrière chaque dessert. Il y a du pochage, il y a du travail, il y a du sourcing produit. On a très peu de matériel, on fait tout à la main. On fait tout du début à la fin nous-mêmes. Et c'est vrai que ça demande du temps et que je peux pas en produire en quantité trop grande, ça serait à l'encontre de la qualité du produit et je veux pas. Il faut que ça reste raisonné. Alors là on le voit autour de nous, si vous nous suivez à la télévision et vous nous regardez en replay, en plein rush, il y a des bûches d'un côté, il y a des galettes de l'autre. Est-ce que vous êtes déjà complètement sold out? Est-ce que les carnets de commandes sont pleins à craquer? Alors oui, on peut encore réserver des petites choses, mais c'est vrai que pour les bûches, il y en aura en boutique. Les jours, le 23, le 24, enfin même tout le mois, il y en aura en boutique. On peut aller les acheter directement là-bas, mais en fonction de notre capacité de production. C'est vrai que les commandes de certaines bûches sont déjà toutes passées. Évidemment, les galettes, pas encore. Là, on commence à en produire un petit peu parce qu'il y a déjà des amateurs de galettes, mais c'est uniquement sur commande. Et puis pour le moment, et puis après, non, évidemment, on peut encore commander plein de galettes pour le mois de janvier. Les ventes sont évidemment. Et d'ailleurs, Nathan Cocampo a suivi la conception de vos produits stars. On le retrouve à présent à vos côtés.
Aujourd'hui, on va faire une pavlova aux fruits exotiques, de la mangue, de la passion, du citron vert et une chantilly avec de la vanille et de la tonka. Pour faire la pavlova, il me faut une belle meringue, de la chantilly et des fruits. C'est un petit peu de sport avant de manger les gâteaux, ça fait du bien. La chantilly, faut pas qu'elle soit trop montée. Si elle est trop montée, elle sera grasse et on perdra toute la saveur qu'on a mis dedans parce que le gras va tapisser les papilles, on n'aura plus de goût. Et moi j'adore la pavlova parce que justement il y a ce travail de la meringue, ce travail de la chantilly, du pochage que j'adore. Là j'ai réalisé un confit. Donc ça c'est de la mangue, de la passion, un petit peu de fève de tonka, de la vanille et du citron vert. On a toujours des bonnes mangues mûres avec ce petit côté poivré, le côté très doux, légèrement acidulé mais vraiment avec un parfum. Là on sent ça embaume. Mon envie de faire la boulangerie et de la pâtisserie a commencé quand j'étais au Mexique. Donc c'est un fruit que je mangeais beaucoup à l'époque. Et en plus le dessert qui a été reconnu par la presse au tout début, ça a été mon île flottante exotique. Donc c'est vrai que j'ai un amour particulier pour ce fruit. Et le petit zeste de citron vert qui va, quand on va ouvrir la boîte, va sentir bon le citron vert. Ça apporte de la couleur et beaucoup de goût. Et voilà, c'est prêt. Alors, c'est bien de le laisser au frigo à peu près 3-4 heures parce que la meringue va commencer à reprendre un peu en humidité. Et puis après, il faut manger. Voilà. À table. Merci beaucoup, Liliane. Merci, au revoir. C'est un business qui s'est installé, qui a cessé de progresser, j'imagine, avec votre chiffre d'affaires qui augmente année après année. Oui, évidemment. Il y a 3 ans, là, on est en train d'entamer notre 4e année. Ça y est. Et il y a 3 ans, on était 3. Et maintenant, on est une bonne quarantaine. Donc évidemment, on produit de plus en plus et on est aussi de plus en plus nombreux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut stabiliser. On a eu une très belle croissance. Et là, on a plein de projets qui sont pas forcément que à Paris d'ailleurs. Et donc, on se développe, mais toujours dans le respect de l'artisanat, des beaux produits et des gens qui y travaillent. Pas qu'à Paris, en France, mais aussi à l'étranger. Oui. Vous gardez cette appétence pour l'international. Ce qui est chouette avec la pâtisserie, c'est que ça peut se partager partout. Par tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de frontières. Et c'est ce qui est beau en pâtisserie. Et moi, plus je vais le partager avec un maximum de gens, et plus je serai heureuse. Donc évidemment que si jamais on peut voyager avec ce métier, je suis très contente. Un désir aussi de maîtriser, ça revient à votre envie d'entreprendre et à cette liberté de maîtriser aussi le message, l'ensemble de la chaîne, et il y a votre engagement sociétal, environnemental, c'était ça aussi la maîtrise du message? Exactement, parce que j'ai grandi dans des restaurants, j'ai appris avec des chefs de cuisine qui ont un respect pour le produit, pour le sourcing et qui m'ont transmis cette passion pour le produit. Et c'est vrai que ne pas jeter la matière première qui a été cultivée, qui a été travaillée avec amour, c'est important parce qu'on jette le travail de quelqu'un à la poubelle, on jette des choses à la poubelle qui ne méritent pas d'y être. Donc en précommande, je suis sûre de ne pas avoir de pertes. Pour le travail des employés aussi, c'est agréable parce qu'ils savent que chaque chose qu'ils vont faire va être mangée. Économiquement, c'est intéressant. Oui. Et puis en plus, respect des producteurs, des artisans. De l'ensemble de la chaîne. Comme d'ailleurs LVMH, pour qui aujourd'hui le luxe rime avec durabilité. Un défilé 100% upcycling, c'est à l'UNESCO et c'est un reportage d'Eva Jaco. À l'occasion du sommet Life 360 à l'UNESCO, LVMH présente un défilé 100% upcyclé. Nous avons eu la chance de découvrir le fitting en avant-première. Je vous emmène avec moi. Kevin Germanier, vous êtes le directeur artistique à l'origine de ce défilé. Alors aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite. Qu'est-ce qui se décide ce matin? Alors aujourd'hui, c'est assez crucial. On fait tous les final fittings et on a 40 produits à fitter sur 15 mannequins. Les produits utilisés sont issus à 100% de matières recyclées. D'où proviennent-elles? Alors elles proviennent de la plateforme Nona Source de WeTurn et aussi ces différents produits des différentes maisons de LVMH. Est-ce que vous pouvez nous montrer un exemple d'une pièce qui vous a pris énormément de temps de travail? Alors je pense que le meilleur exemple, c'est cette veste bomber. On a 7 produits qui ont été tissés. Même le fil de trame, il provient de Nona Source. Et ça, c'était très important que quand vous voyez en fait cette veste, il y a une certaine unité, que ce soit du bord-côte qui a été tissé à partir d'un ancien pull, ou par exemple le noir, c'était une robe noire et qui maintenant devient en fait un tissage dans une veste bomber. C'est pour montrer que l'upcycling peut être tout à fait désirable et totalement nouveau. Est-ce qu'on travaille justement de la même manière un vêtement avec des matières recyclées qu'un vêtement normal? Non, pas du tout. En fait, on fait l'inverse. On a nos produits. À partir de ces produits, on a notre gamme de couleurs qui nous donne une inspiration. Donc en fait, je fais tout à l'envers. Et le défilé, est-ce qu'on le conçoit de la même manière?
Oui et non, moi c'était très important que si nos produits sont circulaires, que le défilé lui aussi soit circulaire. Du coup on a travaillé avec des personnes qui sont basées sur Paris, mais aussi quand on caste par exemple les filles, on a fait en sorte de ne pas faire venir des filles d'autre part de Paris et de trouver les bonnes. Hélène Valade, les enjeux environnementaux prennent de plus en plus d'importance au sein des maisons de luxe du groupe LVMH. Vous avez lancé il y a 3 ans ce programme Life 360. Aujourd'hui, quel est le premier bilan ? Les maisons s'en sont emparées, elles se sont mobilisées sur Life 360 et on obtient aujourd'hui 3 gros résultats. D'abord, les maisons sont embarquées dans une trajectoire d'économie circulaire et c'est extrêmement important pour réduire l'empreinte environnementale de nos produits. Elles se sont aussi passionnées sur l'agriculture régénératrice. Ce sont des nouvelles pratiques agricoles qu'elles ont intégrées dans leur chaîne d'approvisionnement. Et enfin, elles ont fait de gros efforts sur le climat, notamment d'ailleurs dans la dimension transport pour réduire le scope 3. Kevin, on se retrouve après ce show. On peut dire que la mission a été réussie. Le show a été salué par Antoine Arnaud, Nathalie Portman. Comment vous vous sentez ? Satisfait, un petit peu fatigué parce que quand même c'était beaucoup de travail, mais vraiment je suis fier de mes équipes et de... La mission a été accomplie, vraiment. Donc très satisfait et content d'aller dormir bientôt. Et selon vous, c'est ça finalement l'avenir du luxe et à l'image de ce défilé incroyable ? Oui, et surtout à savoir que la collection s'appelle Prélude, du coup, on verra ce qui arrive. Affaire à suivre donc. Merci beaucoup Kevin. Merci. Si vous nous suivez en télévision, si vous nous rejoignez, on est dans le laboratoire près de Paris de Nina Métayer. On l'a entendu, la pâtisserie, c'est de l'émotion, de la transmission, cette envie de partager à tel point que votre expérience, elle va au-delà, avec aussi des masterclass dans le monde entier. Vous êtes aussi consultante, c'est important pour vous aussi ? Oui, alors transmettre, c'est très important parce que c'est l'essence même de l'artisanat et de nos métiers. On travaille avec nos mains, on n'apprend pas sur les bancs de l'école, on apprend en travaillant. Et les gens qui m'ont donné cette passion de la pâtisserie, c'est des gens qui m'ont transmis par leurs gestes, par leurs mots et par les petits détails qu'on n'apprend pas sur une recette, mais il faut voir la crème, il faut voir à quel moment on va incorporer la texture, la température, c'est important. Et ça, c'est vraiment l'essence de l'artisanat et c'est ce que j'aime dans notre métier, c'est qu'on apprend. Et j'imagine que vos leçons de transmission, maintenant, on se bat pour les avoir, non ? Alors, il y a un peu de queue. Non, il faut penser à réserver assez rapidement. Mais c'est important pour moi de passer aussi des moments assez longs. Et quand je fais des masterclass, c'est 3 heures de masterclass où je suis là et j'essaie de transmettre le geste, j'essaie de transmettre quelque chose de plus. Et puis de rencontrer des gens et de passer un bon moment ensemble en plus de la recette. Vous transmettez maintenant, est-ce que vous pensez que vous avez été assez accompagné, assez soutenu dans votre parcours ? Ah oui, moi j'ai... Complètement. Ça dépend à des moments. C'est vrai que quand j'ai commencé le métier, dans certaines entreprises où j'ai pu passer, il y avait le côté un peu secret, où on ne révélait pas nos recettes, etc. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des chefs incroyables, des gens qui m'ont transmis beaucoup. Et c'est grâce à eux aussi que j'en suis là. Parce qu'il y a eu cette transmission, ce partage et cette transparence qui m'a beaucoup aidée. Vous êtes la première femme à être élue par vos pairs meilleure pâtissière du monde. Ça met la pression. Est-ce que ça coupe l'inspiration ou pas du tout ? Ah ben non, ça donne de l'inspiration, c'est incroyable. Ça porte toute une équipe, ça permet d'être très fier de ce qu'on fait au quotidien. C'est une très grande fierté, c'est un grand honneur et une belle responsabilité aussi. Oui, responsabilité. Vous vous sentez maintenant un rôle modèle ? Alors, je ne vais pas dire ça voilà, peut-être que je le suis et j'espère, après c'est pas à moi de le dire, mais en tout cas, je me dois de faire attention, de porter, d'avoir cette transmission justement qui est très importante et d'être là pour les gens qui ont envie et si jamais je peux faire plus, je le ferai évidemment. Et d'autres vous ont inspiré comme ça sur votre parcours ? Bien sûr, Ouais. je pense que y a des figures comme ça qui sont assez importantes. Moi, il y a Camille Le Sec, Yannick Aleno, Christophe Helder, Jean-François Piège, Philippe Urraca. Enfin, il y a plein de noms comme ça. Amandine Chéniaud qui m'a apporté énormément aussi. Denis Baron. Enfin, tous ces gens-là. Et puis, c'est sûr qu'il y en a d'autres encore m'ont apporté énormément. Ils sont dans chacun de mes desserts. Finalement. Oui. Ils ont apporté un élément, un ingrédient à chaque fois que vous travaillez, que vous transmettez aussi. Exactement, mais une façon de penser, parfois un détail, un geste. Et quand je crée un dessert, je me rappelle d'un mot d'un chef, d'un geste d'un autre, d'une émotion qu'on a voulu me transmettre. Chaque semaine dans Iconic Business, on a les iconiques de l'invité. On change un peu les règles avec vous, Nina Métayer. Votre dessert préféré ?
Mon dessert préféré. Alors, celui que j'adore manger, ça change un peu tous les jours en fonction de mon humeur. Mais là, j'aimerais bien manger une tarte tatin, par exemple, avec une bonne crème dessus, assez simple, un bon feuilletage qui a cuit avec la pomme, la bonne pomme avec un bon goût puissant, ce petit côté crème crue, fraîche, pas sucrée dessus, avec le côté un peu acidulé, ça j'aimerais bien manger ça. Nous aussi, ça nous fait envie. Une création qui vous ressemble le plus, qui dit le plus de vous dans vos créations? Alors, il y en a deux peut-être. J'aurai la galette, parce qu'en plus, on en fait derrière. Et pour moi, j'ai un amour pour la galette qui est vraiment incroyable, parce que je suis boulangère de base, donc j'adore le tourage, j'adore le beurre, la farine, le côté où c'est magique une galette, ça réunit, c'est un gâteau qui est réuni autour de la table. Et c'est un gâteau gourmand, ludique. Et puis aussi, il y a un gâteau que j'adore, c'est la pavlova, parce que j'adore les fruits, la crème, le côté très technique de la meringue et du pochage, de la chantilly. Donc c'est un gâteau que j'adore manger, que j'adore faire. Et ça fait partie de votre parcours, ça dit beaucoup de votre parcours. Exactement. Et bon, après, voilà, j'ai voyagé, j'ai voyagé en Australie notamment, et c'est vrai que Anna Pavlova est quand même une danseuse. Incroyable. Un dernier mot, parce qu'on est dans Iconic Business, c'est quoi le luxe pour Nina Métayer? C'est en fait les choses simples, m'attabler avec des bons produits. Je pense qu'en fait c'est ça, partager des bons produits avec des gens. Je pense que c'est le partage. Et ça pour moi, c'est partager des petits bouts de bonheur. Je crois que c'est dans la simplicité. C'est une bonne réponse, je pense. Merci beaucoup Nina Métayer de nous avoir accueillis dans votre laboratoire ici les Moulineaux. On a pu suivre en plein travail, en plein rush juste avant les fêtes justement. Bon, plutôt bûche ou galette des rois, vous n'êtes pas obligé de choisir. Pas de changement d'univers tout de suite. Dans Iconic Business, on retrouve une sélection des bûches, notamment du Crillon, du Shangri-La entre autres. Et c'est avec Sarah Durand. Regardez toutes ces bûches, on les a sélectionnées pour vous et on va commencer par la bûche Lulu par le chef du Lutetia, Nicolas Garcio. Lulu, c'est ce charpé mascotte de l'hôtel, mais en fait c'est son coussin qui est la véritable bûche de Noël. Et au niveau saveur, on est sur un croustillant au citron vert, crémeux aux fruits de la passion et mousse à la vanille. Et on continue avec une bûche très design, c'est celle-ci, celle de l'Hôtel du Crayon. Et cette année, le chef Mathieu Carlin a décidé de collaborer avec la designer Victoria Wilmot. Et justement, cette forme que vous voyez là, très graphique, eh bien c'est un mouvement qui revient très souvent dans son travail. Dans ses saveurs, elle se veut quand même assez régressive, avec une mousse au petit suisse, riz à la vanille, riz soufflé et caramel. Et je poursuis avec la bûche des enfants parce que pour le chef Eddie Ben Ganem du Trianon Palace, eh bien Noël c'est quand même avant tout pour les petits. Mon beau sapin, c'est le nom de cette bûche signature. Elle est en chocolat avec tous ces détails qui rappellent Noël. Mais la véritable bûche, elle est ici, à part. Elle peut se glisser dans le tronc, ça c'est possible. Avec une mousse vanille, ganache au chocolat au lait, croustillant noix de pécan et biscuit aux fruits secs. Et on termine avec le diamant noir, juste là, signé par le chef Maxence Barbeau du Shangri-La Paris. Son inspiration cette année, c'est la balade en forêt. La bûche, vous le voyez, prend la forme d'une truffe, que l'on retrouve d'ailleurs à l'intérieur de manière très subtile avec un caviar de vanille truffé, qui s'associe à une mousse vanille infusée à la noix torréfiée et fumée. Je ne sais pas si vous, chez vous, vous avez une préférence pour l'une d'entre elles. Moi, j'arrive pas à choisir. Iconic Business, le luxe by BFM Business. BFM Business, c'est toute l'information économique et financière gratuitement à la télévision, sur toutes les box internet. Chez SFR sur le canal 31. Chez Orange sur le canal 228. Chez Bouygues Télécom sur le canal 242. Chez Free sur le canal 339. Et chez Canal en 171. Retrouvez toute l'actualité économique au bureau sur bfmbusiness.com, bfmbusiness.com ou en mobilité avec l'application BFM Business. BFM Business, première chaîne éco de France. Votre programme avec Sauvage, Dior. Iconic Business, le luxe by BFM Business. Les désirables de la semaine, tout ce qui nous a fait envie, séduit et intrigué ces derniers jours.
Avec nous dans Iconic Business, Paolo Senatore, gérant du Monde de la Truffe. Bonjour. Bonjour. Il nous fait l'honneur d'être là parce qu'il est en plein rush. C'est une parenthèse au milieu de cette période dingue. Et évidemment, Nathan Cocampo, votre sélection cette semaine avec une montre née de la collaboration entre l'une des plus anciennes manufactures suisses et le vignoble Château-Latour. Oui, tout à fait, entre Girard-Perregaux et Château-Latour, avec un cadran unique fabriqué avec les galets du vignoble. Résultat, chaque cadran est unique avec ses propres nervures sablées, mécanisme en remontage automatique, or rose, bracelet en cuir d'alligator, seulement 18 exemplaires à 35 000 €. On connaît Rolls-Royce, évidemment, pour ses voitures de luxe, son bouchon de radiateur iconique. Mais depuis de nombreuses années, le constructeur se développe aussi dans plein d'autres domaines hautement technologiques. Et le géant britannique vient de dévoiler un mini-réacteur nucléaire destiné à la Lune. Okay. Oui, la Lune. Objectif donc, alimenter en électricité une colonie humaine sur place grâce à la fission nucléaire. Rolls-Royce avait reçu plus de 3 millions d'euros de la part de l'Agence spatiale européenne pour développer ce prototype. Un premier modèle utilisable sur la Lune pourrait voir le jour d'ici la fin de la décennie. On reste très terre à terre. L'alliance d'un whisky d'exception et le savoir-faire de la joaillère française Dolly Cohen. Oui, le résultat, c'est une bouteille en édition limitée à 300 exemplaires d'un scotch de 15 ans d'âge, entouré d'une cage en or dessinée par l'artiste française. 38 heures de travail ont été nécessaires. Et enfin, on finit avec un petit air de Charlie et la chocolaterie en cette fin d'année, avec la sortie aussi de Wonka. Le Ritz Paris a caché un ticket d'or, figurez-vous, pour chaque achat au sein de son chalet de Noël éphémère Place Vendôme. Une chance donc de gagner ce Golden Ticket avec à la clé une nuit et un dîner d'exception pour deux au Ritz. Le gagnant sera révélé le 5 janvier sur la Place Vendôme. Le célèbre palace parisien aussi a installé un carrousel et propose des chocolats chauds de François Perret. On a fait les choses en grand. Merci Nathan Cocampo. On vous retrouve pour une prochaine sélection très vite. En plateau, dans les désirables de la semaine, Paolo Senatore. Si vous nous suivez à la télévision, vous découvrez ce trésor incroyable à côté de vous. Il vous manque l'odeur aussi parce que c'est assez impressionnant. Donc vous êtes spécialiste et fournisseur. Vous approvisionnez les grandes tables en ce moment ? En ce moment, oui, absolument. C'est ce que je fais depuis 25 ans aujourd'hui. Depuis 25 ans, parce que c'est une histoire familiale. En fait, vous êtes la deuxième génération. Exactement. C'est mon père qui a fondé l'entreprise il y a 25 ans. Et aujourd'hui, j'ai repris le flambeau. Et c'était quoi, par amour de la truffe? C'était assez logique et vous avez repris le flambeau? Alors, mon père, c'est la première fois, ses premières truffes, ça a été pour rendre service à un de ses amis restaurateurs à Paris. Il allait les chercher en Italie, c'était de la truffe blanche d'Alba. Et par la suite, il s'est dit pourquoi pas développer ça autour d'autres restaurants, pour d'autres restaurants. Qu'est-ce qui fait une truffe de qualité, vous qui êtes connaisseur? Aujourd'hui, c'est une truffe de qualité, on peut la reconnaître grâce à sa couleur, son parfum et aussi la fermeté, qu'elle ne soit pas trop molle. Quand vous tombez sur une truffe en particulier, est-ce qu'il y en a une qui vous fait l'effet d'un diamant que vous avez déniché comme pourrait trouver un joaillier? Est-ce qu'il y a encore des produits qui vous font rêver? Alors, la truffe, toutes les variétés de truffes me font toujours rêver parce que juste d'en trouver, c'est assez rare. Même la truffe d'été ou la truffe d'automne, même ces truffes-là sont rares et les trufficulteurs, on remercie les trufficulteurs de porter toute cette attention à ce produit. Et aujourd'hui, celle qui me fait les deux variétés qui évidemment me font le plus frissonner, on va dire, c'est quand même la truffe blanche d'Alba, parce qu'elle est déjà, elle n'est pas cultivée, elle est sauvage encore. Donc celle-ci, quand on la trouve, c'est encore plus rare. Et celle-ci, ça veut dire quand vous la trouvez, elle est achetée avant d'avoir été mise en vente, elle est réservée. Comment ça se passe et à quel prix elle se vend? Alors aujourd'hui, on peut la trouver, on va dire, en terre, c'est-à-dire tout juste sortie de la truffière. Elle doit se négocier entre 700 et 1000 euros. Mais après, il y a tout un travail de sélection, de nettoyage, de canifage. Et donc, ça fait augmenter un peu le prix, évidemment. Quels sont vos clients à l'heure actuelle? Les tables étoilées, évidemment. Mais aussi des restaurants, des brasseries,
tout restaurant qui aimerait consommer de la truffe. Qui aimerait, mais est-ce qu'ils peuvent tous en fait? Est-ce que vous aussi, vous choisissez vos clients finalement à qui vous vendez? Non, je ne me permets pas de les choisir encore, mais c'est le produit qui s'en charge. Une extrême dépendance évidemment au climat. Est-ce qu'on trouve encore assez facilement, je mets des guillemets évidemment, de la truffe française? Est-ce que c'est plutôt de la truffe espagnole? Comment vous vous approvisionnez? Alors, on essaye de privilégier évidemment la française, mais malheureusement, pour des questions de qualité et de quantité, on est obligé aussi de regarder pour l'Espagne, l'Italie, mais on privilégie toujours la France, évidemment. Avec une production moindre cette année? Oui, moindre depuis quelques années, pas que cette année. Et donc, en raison d'une extrême dépendance au climat, est-ce que là aussi, c'est comme le vin, est-ce qu'on pense à faire évoluer le modèle? Comment on pallie justement cette dépendance au climat? Malheureusement, très difficilement. On essaye de mettre les truffières à l'arrosage, mais on ne maîtrise pas encore assez bien pour... si on arrose trop, c'est aussi néfaste pour la truffe. Si on n'arrose pas assez, donc tout ça, on est en train de s'améliorer tous les ans. Mais malheureusement, le temps joue contre nous. Le juste équilibre. Le gros des ventes se joue maintenant pour vous à l'heure actuelle. Oui. Vous vendez de plus en plus à cette saison-là. Ça reste très saisonnier. Oui, absolument. Parce que le particulier qui se rendrait dans un restaurant en ce moment, c'est pour ça. C'est aussi pour ça qu'il y va. Il faut qu'il y ait de la truffe sur les tables, proposée sur les menus. Il faut qu'il y en ait. Alors que... je vous dirais qu'en janvier, elle sera meilleure qu'aujourd'hui. Meilleure et moins chère? Un peu moins chère. Un peu moins chère. On reste très réservé, très prudent sur les chiffres. Si vous prenez toutes les truffes qui sortent de terre, peut-être on arriverait à fournir plus de monde. Mais en sélectionnant, on se rend vite compte qu'on ne peut pas. Que ça reste un mets d'exception pour vous et les 25 prochaines années et peut-être la relève après et la transmission en vue? Alors j'espère. Pour l'instant, j'ai fait des propositions à ma fille, mais elle dit que je me lève trop tôt le matin. Ça viendra peut-être avec les années. Merci beaucoup, Paolo, sénateur et spécialiste et fournisseur gérant du monde de la truffe, d'avoir été dans Iconic Business. Iconic Business, le luxe par BFM Business, exclusif, intemporel, mythique, responsable et déculpabilisé. C'est toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.